Raphaël Branche, nous allons parler du silence. Quelle notion! Alors j'imagine qu'on ne va pas parler du silence de l'espace infini qui m'effraie, du cher Blaise Pascal, mais on va parler quand même d'un silence qui ne peut pas se résumer, disons, au fait de produire de la parole sur tel ou tel événement, ou bien se taire. Pourquoi ça ne peut pas se résumer à parler ou ne pas parler? Parce que chez vous, l'expérience du silence est fondamentalement, et ça c'est très important, dans votre livre que vous avez consacré aux appelés d'Algérie, qui est paru en 2020, Papa, qu'as-tu fait en Algérie? Ce qui est fondamental, c'est la structure relationnelle. C'est-à-dire, évidemment, c'est jamais le silence en soi, c'est pour qui on va rompre le silence, avec qui on va rompre le silence, et pourquoi on ne le rompt pas. Mais tout ça est inséré dans ce que vous appelez à juste titre une structure relationnelle. Et ça, c'est peut-être l'objet de l'historienne que vous êtes aussi, ça. Ce mot de relation, d'ailleurs, que je retrouve dans votre génération chez d'autres chercheurs en philosophie sociale ou autres. Mais il est, à mon avis, central. Alors, je n'invente pas tout ça, hein, évidemment, on n'invente jamais, rarement, en tout cas moi pas, mais là, effectivement, c'était sortir d'une vision prégnante du silence comme étant la conséquence directe du traumatisme, donc sortir d'une dimension pathologique du silence et monocausale, c'est-à-dire un traumatisme donne un silence, et vraiment complètement repenser la place du silence dans sa relation avec l'expérience, d'une part, l'expérience qu'on relaterait, et le contexte, le milieu dans lequel se déploie le silence, en ajoutant une dimension qui est celle du temps. C'est-à-dire qu'en plus, non seulement le silence est relationnel, non seulement le silence doit être analysé dans la relation entre la personne qui est silencieuse et les personnes qui reçoivent ce silence ou ne le reçoivent pas, mais en plus, cette relation, elle évolue dans le temps. Et donc, ça complexifie d'autant plus les analyses qu'on peut faire du silence, et ça nous oblige à sortir d'une vision fixiste qui finalement ferait du silence un espèce de bloc. Pas du tout. Le silence est parcouru d'intentions, d'échecs, d'attentes, et donc c'est tout ça, et c'est cette matière-là qui est ce silence. Et finalement, Pascal est pas si loin, en fait, je pense, par certains aspects. Ah oui, alors il n'est pas si loin parce que il y a autre chose qui l'inscrit dans cette structure relationnelle, c'est-à-dire que, et c'est un thème important de votre livre, qui porte sur tous ces appelés, ces familles d'appelés, c'est que le silence, il a toujours un rapport avec un défaut de transmission. Et vous avez dit, il évolue dans le temps. Alors évidemment, je suis très sensible à ça, parce que, évidemment, un adolescent silencieux et un vieillard silencieux, c'est pas la même chose, hein. Oui. Mais il évolue dans le temps de la relation, c'est-à-dire qu'un père silencieux voilà, avec un adolescent n'est pas le même père silencieux avec son fils de 60 ans. Et pourtant, c'est le même père et le même fils. Simplement, la relation a changé dans le temps, et à partir de là, ce qui la constitue aussi. L'expérience de chacun et l'expérience de la relation. Donc c'est tout ça qui est en cause, bien sûr. Alors, évidemment, dans votre livre, il y a une centration sur les familles, puisque vous avez travaillé sur les familles, mais il y a quelque chose qui a rapport avec le silence et qui est très troublant, là, pour le coup. C'est ce que vous appelez aussi la transmission inconsciente, qu'on dit généralement transgénérationnelle, et où les enfants de leur père sont aussi des enfants du secret. Quel rapport vous établissez entre cette transmission transgénérationnelle et silence? C'est très intéressant, ça. Alors, c'est vrai qu'il faudrait faire des typologies de silence. Enfin, il faut faire des typologies de silence, et ça, j'en tente une à la fin, mais
et je ne sais pas si ça serait transgénérationnel ou pas qui serait le plus pertinent, mais assurément, la dimension transgénérationnelle, elle est très importante, puisque, alors, elle renvoie au secret, mais là encore, c'est peut-être trop réducteur. Si le secret signifie ou renvoie lui-même à une forme de conscience, au départ, dans la première génération. Le transgénérationnel, donc, c'est quelque chose qui passe d'une génération à l'autre sans qu'il y ait conscience de ce passage. Et on est quand même, à la fin de la chaîne, héritier, sans le savoir. Et c'est ce sans le savoir qui est extrêmement dur et difficile, puisque sans le savoir, c'est sans pouvoir l'appréhender en conscience. On peut l'appréhender, mais pas forcément en conscience. Alors que le secret renvoie davantage à un désir initial de cacher. Oui. Donc, bien sûr que le secret peut se transmettre de manière transgénérationnelle, et les travaux de Serge Tisseron, qui est le plus médiatique en France, mais d'autres aussi, ont bien montré les effets sur le psychisme et au-delà dans les familles de ces secrets de famille. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse simplement de secrets de famille, et je crois qu'il s'agit aussi d'autres choses, c'est-à-dire de silences qui sont gardés, parce qu'on les garde pour soi, parce qu'on garde les expériences pour soi, et que les récits ne sont pas produits. Ils ne sont pas produits d'abord pour soi, et ensuite éventuellement pour les autres. Et c'est ces silences-là aussi qui sont transmis de manière transgénérationnelle. Voilà. Et la notion de secret, moi je l'utilise peu, parce que je pense qu'elle ne rend pas vraiment compte de la totalité de ce que ces silences recouvrent. Vous avez tout à fait raison, mais transmission inconsciente, forcément, elle va arriver sur le tard, cette transmission inconsciente. Il y a des choses qui ont été transmises, on ne sait pas qu'elles nous ont été transmises, et elles reviennent. Et en général, elles reviennent plutôt vers la fin de la vie. Alors, c'est cette temporalité-là qui est très, très difficile à saisir. Je ne suis pas sûre de ça, parce que elles sont découvertes peut-être tardivement ou à la fin de l'éventuelle de la vie, mais la transmission par définition, elle a lieu tout le temps. Enfin, elle est là, elle nous fait. Et d'ailleurs, on en est nous-mêmes les acteurs et les actrices pour les générations qui nous suivent. Mais effectivement, certains moments de la vie au sens biologique ou social sont plus propices peut-être au surgissement de ces silences, de ce qui passe de manière transgénérationnelle. Et d'ailleurs de ce qui passe aussi de manière plus consciente. Mais je suis pas sûre qu'on puisse identifier un moment particulier de la prise de conscience. D'accord. Alors, dans la mesure où il s'agit des appelés, le service militaire obligatoire à l'époque, rompre le silence, ça peut être, pour ceux qui reviennent après en métropole, avoir passé généralement en moyenne plutôt 1 an, 2 ans en Algérie, voire en tout cas 2 ans. Le récit, disons, rompre le silence, ça peut être libérateur ou pas. Bien sûr. Alors, comment vous avez pu appréhender cela, en dehors du fait que vous avez suivi les familles, les pères, les enfants, les adelphi, comme vous dites, qui est un beau mot. Le rapport à leurs frères et sœurs. J'essaye de comprendre sur quoi s'adosse leur première représentation de leur expérience. C'est-à-dire que avant la question du silence et de l'éventuelle mise en mots, il y a la question de la capacité à se représenter ce qu'on vit. Et donc je repars d'avant et à l'échelle des individus, et donc de leur expérience antérieure, pour dire vite, de la violence et de la guerre et de la mort, mais aussi de l'expérience des gens avec qui ils vont avoir à communiquer. Oui. Et donc, notamment, leurs adelphi, une des choses les plus frappantes, c'est que dans des adelphi qui sont séparés par la Deuxième Guerre mondiale, les enfants de l'adelphi les plus âgés, souvent, qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale enfants, et ceux qui sont nés après 43, 44, et surtout après 45, il y a une différence d'expérience fondamentale. Dans l'expérience donc de la guerre, de la peur des parents, ce genre de choses, de l'absence du père, etc. Et c'est sur ça que s'adosse ensuite la capacité à comprendre et à recevoir les premiers récits qui arrivent d'Algérie par le frère. Donc c'est tout ça que j'essaye de comprendre, plutôt que de commencer par
l'expérience en Algérie et la question de la transmission. Et ensuite, bien sûr, une fois que j'essaie d'établir les conditions de possibilité d'une parole, et ben ça éclaire aussi les conditions de possibilité d'un silence, hein, puisque le silence et la parole, tout ça, ça participe d'une même transmission. Alors cette guerre et ses conséquences sur les appelés, elle a considérablement eu comme effet de transformer, déplacer, renouveler la figure du père. Oui. C'est pas la lettre au père de Franz Kafka, où déjà le père est ébranlé, il faudrait nuancer en tout cas en ce qui concerne Kafka. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez l'impression de saisir une charnière Oui. dans le rapport, disons, à la famille, à l'autorité, à la place du père au sein de... Et vous la saisissez justement au travers des effets que ça produit pour les enfants. Oui, il y a et les femmes, évidemment. Oui, et des compagnes. Et des compagnes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces hommes ne sont pas que des anciens d'Algérie. Ils sont aussi des citoyens français, des travailleurs, des je sais pas quoi, plein de choses, des ruraux. Donc il faudrait évidemment être capable de nuancer pour chacun. Toujours plus, mais quand même. Évidemment, si on est réduit à n'identifier que des singularités, on fait pas d'histoire. Donc, il y a quand même des éléments plus globaux qui intègrent des éléments qui sont extérieurs à l'histoire de l'Algérie et qui sont notamment le droit. Le droit qui fixe et qui renouvelle les droits du père, le rapport des parents aux enfants et les relations des époux entre eux. Et c'est au même moment. Et donc, c'est ce que j'observe moi dans l'analyse des relations interfamiliales n'est pas détachable de ces éléments de droit. Le droit n'est pas normatif de manière suspendue. Il est aussi le produit d'une société. Donc, si on est capable en 1970 d'inventer l'autorité parentale à la place de l'autorité paternelle, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, je travaille aussi sur tous ces discours qui en fait sont anciens et sont une espèce de peur qui s'exprime depuis au moins la fin du 19e sur le père tout-puissant, la toute-puissance des pères qu'on regrette comme n'étant plus là ou qu'on veut ça commence avec Molière, hein. Absolument. Les pères abusifs, voilà, c'est une grande figure. Mais dans les années 60, il y a beaucoup d'interrogations en France sur les effets délétères de cette... Ben encore une fois, c'est pas nouveau, hein. Mais voilà, c'est là, en tout cas à ce moment-là, et ça se traduit autrement qu'avant par une renégociation des rapports de pouvoir au sein des familles. Et donc, il s'agit vraiment de ça, c'est-à-dire que le pouvoir du père sur ses enfants, du mari sur la femme change. Et les récits d'Algérie des fils s'inscrivent dans cette nouvelle répartition. Et je le vois très clairement dans les échanges qu'ils ont avec leur père, où on est dans un ancien modèle. Un fils ne discute pas. Et donc les fils abandonnent la démonstration quand ils essayent d'expliquer à leur père que la guerre n'est pas ce que leur père imagine et que les pères ne les croient pas, ils abandonnent. Mais ce qui m'a plus intéressé encore, c'était de pointer comment ces fils-là, dont les études menées à l'époque montrent qu'ils se projetaient comme étant amenés à reproduire des cellules familiales comme celles de leurs parents, vont devoir s'adapter. Leur monde change. Alors, ils en sont les acteurs, mais de manière un peu secondaire. Et je pense que c'est un peu le drame de cette génération. Le monde change peut-être plus par le rôle des un tout petit peu plus jeunes qu'eux, leurs frères et sœurs, les un tout petit peu plus jeunes qu'eux, les baby-boomers, qui vont vraiment bouleverser la France et la société des années européennes, des années 60 et 70. Et donc, la génération un tout petit peu plus âgée au-dessus, elle est portée par ce mouvement, mais elle est aussi chaotée, brinque-ballée. Et là, il y a une nuance entre ces hommes quand ils ont eu leurs enfants dans les années 60 et quand ils les ont eu dans les années 70. On voit vraiment des modèles de parentalité qui sont différents, mais qui restent à creuser, parce que là, on a encore un champ assez largement à défricher pour les historiens et les historiennes. Un petit mot sur les auteurs de fiction. Pour moi, excusez ce moi,
Il y en a un qui a rompu le silence, c'est Pierre Guyota. A lu quand on avait 18 ans, Tombeau pour 500 000 soldats, c'est difficile de s'en relever après. Ouais. Et comment il se rapportera dans sa biographie, dans une langue qu'il appelait lui-même une langue normée. Et ce rapport, disons, entre ce qu'il appelait le texte en langue, qui renvoie justement à ce que vous avez travaillé en tant qu'historienne, la violence nue, la violence crue, etc. Et cette mise à distance qu'il arrive à opérer dans une langue normée, une langue simple et accessible à tout le monde, magnifique, c'est pour moi le véritable... L'unique. Unique. D'accord. Alors j'en sais rien, mais vous savez qu'il y a un colloque qui va être tenu bientôt, peut-être en novembre, sur Guyotat. Moi, c'est vraiment Catherine Brun qu'il faut aller voir dans ce domaine. Guyotat m'a toujours mise très mal à l'aise en réalité, et j'ai eu du mal à l'appréhender comme historienne. J'ai plus de capacité, je crois, à travailler avec le langage du cinéma. Et c'est vraiment, et pour moi, c'est vraiment Muriel, c'est vraiment René, qui lui aussi invente un langage pour dire les décalages, pour dire la difficulté à justement être tout simplement. 63, c'est un film très très précoce. C'est un film fascinant parce que il tisse l'histoire très récente de la guerre d'Algérie et la Deuxième Guerre mondiale. Muriel, c'est 63. 63, oui, avec le personnage de Delphine Seyrig. Donc il a déjà compris, c'est René, donc c'est aussi Nuit au brouillard, c'est aussi plein d'autres choses. Mais là, narrativement et cinématographiquement, il y a une inventivité. Le rapport à la musique contemporaine qu'il utilise à ce moment-là, voilà, qui me parle plus et que je suis plus capable d'appréhender en lien avec ce que j'observe historiquement qu'en littérature. Ce que je comprends tout à fait, d'autant plus qu'on peut dire que René, dans ce film, répond à la notion, si je puis dire, silence. C'est-à-dire, je ne dirais pas qu'il fait parler le silence, mais en temps sur du matériau cinématographique, il parvient. C'est extraordinaire. Ouais. Enfin, oui. Après, il faudrait vraiment avoir une analyse précise de la musique, parce que vraiment la musique et le rôle du silence, cette musique-là est assez incroyable. Et puis c'est le sous-titre, Muriel, enfin la fin du titre, ou le temps d'un retour. Donc voilà, on est au cœur de ces questions de temporalité articulée avec la capacité à dire précisément. Ouais. Et Raphaël Branche, documentariste, puisque vous avez quand même travaillé sur plusieurs documentaires, elle doit forcément, lorsqu'elle interroge les témoins, s'intéresser au silence aussi. Ou prêter attention au silence. Alors, il y a deux choses. Il y a le travail de collecte d'entretien que je fais de toute façon comme historienne, qui doit évidemment respecter le flux de la parole du témoin. Il y a la collecte pour un documentaire, et puis après, il y a le montage. Alors moi, je ne suis pas documentariste, j'écris les documentaires, mais on les écrit, les documentaires, théoriquement avant, et on les écrit surtout dans la salle de montage. Donc effectivement, en salle de montage, la question du silence, elle est très importante. Donc oui, je pourrais en parler assez longuement. Et notamment sur la question qu'on a évoquée des récits de violence. Et tout à l'heure, on a parlé de mettre en évidence les récits de violence. Moi, je pense que respecter les silences dans les récits de violence est particulièrement important pour respecter la parole, comment elle s'est déroulée, et pour accueillir le spectateur et la spectatrice aussi dans cette nécessité justement d'encaisser ce qu'on dit à ce moment-là, avec le moins d'images possible. Il s'agit aussi de réfléchir sur ce que c'est qu'une image mentale quand on fait du cinéma et quand on fait du documentaire aussi. Et c'est compliqué, parce que ces images mentales, les miennes ne sont pas les vôtres et seront pas celles de 100 000 personnes. Donc voilà, comment on travaille avec ça, c'est l'immense force du film de René qui est extraordinaire sur ça, puisque précisément il a renoncé aux images au moment où il raconte la pire violence. Et là, en tout cas moi, il me bouleverse profondément par cette proposition qu'il me fait comme spectatrice de me dire à vous d'imaginer. Voilà.
Alors je comprends mieux parce que vous employez l'expression d'image mentale. Je dirais que chez vous, elles sont une manière de s'interroger sur la capacité des générations aussi à communiquer entre elles, et vous accordez beaucoup d'importance à cela. Oui, parce que je crois que le langage est tout sauf une évidence, qu'il est profondément historique et socialement situé, et en l'occurrence, dans une famille, c'est assez passionnant parce qu'on a un idiolecte, bien sûr, on a des choses qui sont partagées, on a des silences qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Je pense que c'est aussi un élément important, c'est que le silence peut être le signe d'une cohésion et pas forcément d'un défaut de lien. Mais aussi, les positions étant différentes, les évolutions dans le temps de chacun, etc., fait qu'on a besoin de réajuster en permanence les conditions de la communication. Et donc, essayer d'accéder, comme historienne, aux représentations sur certains points sur lesquels j'ai pu travailler, sur ce que c'est qu'une famille, ce que c'est qu'une guerre ou ce genre de choses, c'est justement mettre au jour tous ces décalages plus ou moins grands dans les représentations qui évidemment ne rendent pas la communication impossible, l'enrichissent peut-être, mais l'enrichissent de ces doutes, de ces glissements, de ces interrogations sur est-ce qu'on s'est bien compris, qui peuvent parfois provoquer en cascade une série de choses. Hein. Et j'essaie de travailler aussi sur la manière dont les enfants reçoivent la parole des pères, mais aussi le silence des pères et comment ils fabriquent à partir de ça leur propre représentation de la guerre des pères. Voilà. Et l'écart peut être évidemment important, mais peu importe, finalement, il faut juste l'identifier.